tranquillement, Annabelle, si tu es prête. Nickel. Bonsoir à toutes et à toutes. Je devais excuser Monsieur le maire, mais je pense qu'il est en route. Il va arriver d'ici peut-être un quart d'heure. Donc on va tout de même commencer. Donc je suis ravie de vous accueillir pour cette conférence sur l'intelligence artificielle, initiée par la mairie en lien avec le comité stratégique Vallée. Et nous avons l'honneur d'accueillir le docteur Alexandre, très compétent en la matière. Donc je vous souhaite une très bonne conférence et une bonne soirée. Et je passe le micro à Céline. Merci. What? On avait un avec un fil, c'était sûr. Bonsoir à tous. Alors, pour introduire cette soirée, je voudrais déjà vous parler un petit peu de ce qu'est le CSV. Je ne sais pas si vous connaissez tous cet organe qui existe dans la vallée, qui est en fait un comité consultatif qui comprend des élus et qui comprend également des acteurs territoriaux, les acteurs de la vallée des Belleville. Et ce comité consultatif, son objectif, sa mission, c'est de réfléchir un petit peu à la vallée de demain, d'essayer de poser la stratégie que l'on va déployer dans la vallée pour servir au mieux les habitants, les stations, les villages, etc. Le principe de ce comité consultatif, c'est de se réunir de façon périodique, donc c'est à peu près une fois par trimestre. Il n'y a pas du tout d'opérationnel, on n'est absolument pas là pour faire les choses ou pour dire aux autres de faire les choses, mais simplement d'aligner un certain nombre de visions et de stratégies sur tous les acteurs de la vallée pour pouvoir ensemble essayer d'imaginer à quoi ressemblera la vallée de demain. Ce comité stratégique travaille depuis déjà un certain temps et l'idée, ça a été de dire que finalement, ces rencontres, ce serait bien de leur mettre un fil rouge, un fil conducteur. Et on choisit un thème par an. Vous l'avez compris, cette année, le thème qu'on a choisi, c'est l'intelligence artificielle. Les questions qu'on essaie de se poser, c'est comment ça peut impacter le village, notre territoire, comment ça peut impacter les métiers qui sont sur ce territoire, et puis surtout, comment on peut essayer de travailler avec cette intelligence artificielle, comment on peut s'en faire une alliée, et pourquoi est-ce qu'il faut la craindre ou pas. Alors en la matière, effectivement, le comité stratégique et la mairie, du coup, ont choisi de faire intervenir le docteur Laurent Alexandre. Alors, je vais le présenter en quelques mots rapidement, c'est difficile de synthétiser un petit peu ce qu'a fait le docteur Laurent Alexandre, mais le docteur Alexandre est un énarque, polytechnicien, chirurgien, qui est notamment le fondateur de Doctissimo, mais également de 15 autres startups dans le domaine des nouvelles technologies. C'est un passionné d'IA, il se caractérise par de nombreuses prises de position dans les médias pour expliquer ce qu'est l'IA, pour présenter les enjeux de l'IA, et bien souvent des positions qui sont parfois un peu clivantes, qui font réagir les gens, c'est un petit peu aussi ce qu'on est venu chercher. Vous avez probablement vu les titres de ces livres, ChatGPT va-t-il nous rendre immortels, par exemple, qui est notre livre qui est sorti ce matin, aujourd'hui. L'idée aujourd'hui, c'est évidemment de challenger un petit peu tout ça, mais surtout de débattre, et dans la mesure où Laurent Alexandre a l'habitude de prendre des positions un peu tranchées, un peu clivantes, et bien l'objectif c'est aussi de vous faire réagir. Donc on va vous laisser parler pendant environ 1 heure de conférence. L'objectif ensuite c'est qu'on passe un micro dans la salle pour que vous puissiez poser vos questions, et puis on accueillera à la fin de la conférence le maire qui est en route pour clôturer cette conférence. Voilà, merci à tous. Bonsoir. Vous m'entendez bien? Bonsoir, je suis très heureux d'être parmi vous. Alors non, je n'ai pas fait Polytechnique. Je suis effectivement chirurgien et je suis passé par Sciences Po, HEC et l'ENA, mais Polytechnique, hélas, je n'ai pas fait. Je regrette beaucoup parce que j'aime beaucoup les polytechniciens et j'en ai beaucoup dans ma famille, mais moi, j'ai pas fait l'X. Alors, je suis très heureux d'être parmi vous ce soir. D'abord parce que je connais très très bien cette vallée. Je skie pas loin de 2 mois par an chez vous. Donc je connais bien ce territoire. Et puis en plus, ça m'a permis de déjeuner chez les meilleurs à midi et de leur donner un petit mot de réconfort dans cette période qui est un petit peu difficile pour eux.
L'intelligence artificielle, c'est un sujet qui est fascinant, qui est troublant, et il va falloir faire avec. Donc, il faut démêler le vrai du faux dans les prophéties, dans les angoisses qui émergent. Il faut en faire une alliée. Et finalement, notre objectif, ça doit être de s'en servir, chacun d'entre nous, et puis encore plus, d'aider nos gamins et nos petits-enfants à trouver un chemin pour être complémentaires de l'intelligence artificielle dans les décennies qui viennent. L'intelligence artificielle va bouleverser la totalité de nos métiers, et la robotique dotée d'intelligence artificielle fait des progrès absolument stupéfiants. Aujourd'hui encore, Boston Dynamics vient de sortir sa nouvelle gamme de produits dotés d'intelligence artificielle qui sont stupéfiants d'agilité, stupéfiants d'intelligence. Nous allons vivre dans un monde qui va être rempli d'intelligence. Jusqu'à présent, l'intelligence était quelque chose de rare, de compliqué à faire, entre la position du missionnaire et puis la fin des études de nos gamins, il fallait 25-30 ans. Une intelligence artificielle peut s'éduquer en très très peu de temps. Il y a un décalage entre la lenteur de la fabrication d'un cerveau biologique, la façon dont nous faisons et dont nous élevons nos gamins, et puis la rapidité avec laquelle on peut fabriquer de l'intelligence artificielle. Vous avez mes coordonnées et je réponds à toutes les questions qui me sont envoyées par message privé, par mail ou via Twitter, s'il y a des choses qui n'étaient pas claires pendant cette conférence. Le sujet est très chaud parce que l'intelligence artificielle galope. Le père de l'intelligence artificielle expliquait récemment que ce qu'il imaginait arriver en 100 à 200 ans, le dépassement de l'homme par l'intelligence artificielle, allait plutôt se faire en 2 à 5 ans. Elon Musk, que vous connaissez tous, a déclaré dans le Financial Times il y a 3-4 jours qu'il estime qu'en décembre 2025, l'intelligence artificielle sera plus intelligente que le plus intelligent des humains. Et qu'en 2029, l'intelligence artificielle sera plus intelligente que la réunion des 8 milliards d'êtres humains. Vous voyez que cette cavalcade technologique, elle nécessite que nous y réfléchissions dans nos familles, dans nos entreprises, dans nos organisations politiques, avec nos députés, le personnel politique, parce qu'il faut adapter nos sociétés pour éviter des crises sociales, pour éviter que des gens soient laissés sur le chemin, pour éviter que des territoires se dévitalisent, car les territoires qui ne seront pas branchés sur l'économie de l'intelligence artificielle vont décliner. Les territoires qui ne seront pas attractifs pour les gens qui développent l'intelligence artificielle vont décliner, vont avoir moins d'argent. Parce que les développeurs de l'intelligence artificielle gagnent beaucoup d'argent. Chez Google, chez OpenAI, les bons développeurs en intelligence artificielle gagnent 10 millions par an. Vous voyez que quand on a des salariés à 10 millions de dollars dans son village, les impôts locaux sont dynamiques, plus que quand on a des industries déclinantes. Cette cavalcade technologique qu'on en voit la trace tous les jours dans la presse internationale, les leaders mondiaux de l'intelligence artificielle sont en train de développer des IA qui réfléchissent de plus en plus et qui sont en train effectivement de dépasser l'intelligence humaine. C'est un petit groupe de quelques dizaines de personnes sur Terre qui développent cette économie, cette industrie de l'intelligence artificielle à un rythme absolument extraordinaire, qui a surpris tous les experts. Et c'est pour ça qu'il est important aujourd'hui de prendre conscience de cette cavalcade technologique dont je parlais, pour adapter nos organisations et nos familles à cette réorganisation complète de l'économie mondiale. Le développement et l'arrivée de ChatGPT, puis de la version 4 de ChatGPT, qu'on appelle GPT-4, et dans quelques semaines de GPT-5, a eu plusieurs conséquences. La première, c'est qu'il y a une course mondiale à l'intelligence artificielle avec des sommes folles qui sont investies.
Google a décidé d'investir 100 milliards supplémentaires dans l'intelligence artificielle. OpenAI, la société qui possède ChatGPT, va investir 100 milliards supplémentaires dans l'intelligence artificielle. Mark Zuckerberg, le patron de Facebook, Meta, vient d'acheter 30 milliards de dollars de puces électroniques pour accélérer le développement de ces intelligences artificielles, et notamment Llama 3. Cette course à ce qu'on appelle l'AGI, c'est-à-dire l'intelligence artificielle qui dépasse l'intelligence humaine, elle est incroyable et elle est développée, poussée par le fait que l'IA progresse plus vite qu'on l'imaginait. Il y a 5 ans, personne n'imaginait que nous serions aujourd'hui dans la situation où nous sommes. D'autre part, on voit arriver des robots dotés d'intelligence artificielle, ce qui veut dire que les métiers manuels vont être transformés par l'intelligence artificielle. Le robot, branché sur les meilleures intelligences artificielles comme ChatGPT, sera ingénieur, docteur en chimie, docteur en sciences des matériaux, etc., etc. C'est-à-dire un robot aura le savoir des meilleurs spécialistes humains, mais il les aura tous, car il n'y a pas de limite à la mémoire et aux capacités d'une intelligence artificielle. Nous, humains, nous nous spécialisons parce qu'on ne peut pas à la fois faire de la physique nucléaire et de la neurochirurgie. Ça ne pose aucun problème à une IA de connaître tous les secteurs en même temps. La troisième conséquence très bouleversante, c'est que l'une des réponses à cette cavalcade technologique, c'est celle d'Elon Musk. C'est-à-dire de mettre dans le cerveau de nos enfants des microprocesseurs, des circuits électroniques, de manière à les rendre compétitifs avec l'intelligence artificielle. Alors Elon Musk est en train de faire les premières implantations pour traiter des malades, mais son objectif dans une deuxième étape, c'est de mettre des microprocesseurs dans le cerveau de nos enfants pour les rendre plus intelligents, de manière à ce qu'ils ne soient pas dépassés par l'intelligence artificielle. Vous voyez bien que ça pose des problèmes politiques, moraux, philosophiques. Faut-il mettre des ordinateurs dans le cerveau de nos enfants pour éviter leur dépassement dans le monde professionnel des décennies qui viennent? Je pense que ça mérite un débat politique et que cette discussion ne devrait pas être limitée à la Californie et aux milliardaires qui possèdent l'intelligence artificielle. Enfin, dernier point, cette cavalcade technologique, elle entraîne beaucoup de peurs. Des peurs qui vont structurer le débat politique et qui vont finalement nous éloigner du vrai sujet qui est comment nous, nos gamins, nos organisations, les rendre meilleurs avec l'intelligence artificielle, au lieu d'avoir l'intelligence artificielle qui remplace les travailleurs humains, c'est-à-dire qui remplace les cerveaux humains. Je m'intéresse depuis longtemps à l'intelligence artificielle et avec ma femme, dans l'éducation de nos enfants, c'est une question que nous nous sommes toujours posée. Comment permettre à nos enfants de se développer dans un monde où l'intelligence artificielle va aller très vite? Et elle va encore plus vite que nous l'envisagions. Ce monde est un monde troublant, et Sam Altman, l'inventeur de ChatGPT, a déclaré qu'en 2038, 0,1% de l'intelligence sur Terre sera de l'intelligence humaine, nous, et 99,9% sera de l'intelligence artificielle. Autrement dit, il pense que dans 14 ans, l'intelligence humaine ne représentera plus qu'1 millième de l'intelligence sur Terre. Vous voyez que c'est un bouleversement radical par rapport au monde dans lequel nous avons vécu. Les peurs autour de l'intelligence artificielle ont conduit Sam Altman et OpenAI, donc la société qui possède ChatGPT, l'intelligence artificielle la plus développée du moment, à développer ce qu'ils appellent le super-alignement. Alors, le super-alignement, c'est comment des humains moins intelligents que l'intelligence artificielle pourraient contrôler l'intelligence artificielle, qui leur est supérieure. Et un grand programme de recherche a été lancé par Sam Altman pour trouver des techniques nous permettant de contrôler une IA qui nous est supérieure. Et ça n'est pas simple. C'est un petit peu comme si on voulait
que les écureuils du Centre de recherche nucléaire de Genève contrôlent le travail des physiciens nucléaires. Comment une espèce moins intelligente peut-elle contrôler une espèce plus intelligente? Pour l'instant, on n'a pas la réponse, et vous voyez bien que si on veut ne pas être dépassé par l'intelligence artificielle, il est important d'avoir une réponse à cette question. Comment nous contrôlerons l'IA quand elle nous dépassera? Ces inquiétudes vont aller croissant dans les années qui viennent. Dans le Financial Times du 19 février 2024, il y a donc quelques semaines, Geoffrey Hinton, qui est l'inventeur des réseaux de neurones profonds, c'est-à-dire de toutes les intelligences artificielles modernes, a déclaré à Thornhill, qui est le spécialiste de la technologie au Financial Times, « J'évalue à 10% la probabilité que l'intelligence artificielle extermine la totalité des humains d'ici 2044. » Wipe out, en anglais. Ce à quoi Elon Musk, le patron de SpaceX, de Twitter et de Tesla, a répondu « Je pense que c'est plutôt 20% de probabilité de l'extermination de l'espèce humaine par l'intelligence artificielle d'ici 2044. » Alors, ça m'embête un peu pour mes enfants, même si, moi, personnellement, en 2044, il est probable que je serai chez Orpea. Le patron de ChatGPT, Sam Altman, il a été renvoyé par le conseil d'administration d'OpenAI en novembre, et l'une des personnes du conseil d'administration qui a renvoyé Sam Altman a déclaré au New York Times: la mission du board est de s'assurer que la compagnie crée des intelligences artificielles qui bénéficient à l'humanité, et détruire la société OpenAI qui fabrique ChatGPT peut être dans la mission du board si OpenAI développe trop vite des intelligences artificielles potentiellement néfastes pour l'humanité. Alors en réalité, le board a raté son putsch et Sam Altman est revenu à la tête d'OpenAI et est en train de développer l'intelligence artificielle supérieure à l'intelligence humaine encore plus vite qu'avant la tentative de putsch de novembre dernier. Vous voyez que réguler l'intelligence artificielle n'est pas facile compte tenu des enjeux financiers et géopolitiques absolument considérables. Il y a des enjeux qui sont également politiques. Plusieurs études scientifiques récentes ont montré que GPT-4, la dernière version de ChatGPT, avant la sortie prochaine de GPT-5, convainc davantage les humains que les humains ne convainquent les humains. Donc nous sommes facilement manipulables par l'IA. Et, chose tout à fait surprenante, les humains ne peuvent pas convaincre les complotistes qu'ils ont tort. Par exemple, on n'arrive pas à convaincre quelqu'un qui pense que la Terre est plate, que la Terre est ronde. Mais l'intelligence artificielle, GPT-4, arrive à faire changer d'avis les complotistes. Quand vous prenez un platiste, c'est-à-dire qui pense que la Terre est plate, et que vous lui faites passer 3 fois quelques heures avec GPT-4, il change d'avis. Ce qui montre l'énorme capacité de persuasion des intelligences artificielles modernes. La décision d'Elon Musk de se lancer dans des technologies intracérébrales pour nous mettre à égalité avec l'intelligence artificielle pose 1000 questions politiques, on l'a vu. Il a en tête toute une gamme d'implants intracérébraux dans les années qui viennent. Est-ce qu'il faut interdire les implants intracérébraux? Est-ce qu'il faut que la sécurité sociale les rembourse à tout le monde? Est-ce qu'il faut que la sécurité sociale rembourse les implants intracérébraux aux gamins moins doués à l'école pour les mettre à égalité avec les gamins plus doués, de manière à mettre dans la société une plus grande égalité intellectuelle? Les questions sont énormes. Personnellement,
si la société acceptait le développement des technologies que développe Elon Musk, je serais partisan que la sécurité sociale rembourse pour les gamins moins malins, pour les gamins qui ont plus de difficultés à l'école, les implants en priorité. Et qu'on ne soit pas dans la situation contraire où la haute bourgeoisie intellectuelle paierait les implants intracérébraux pour augmenter encore l'écart entre les gamins qui ont des facilités et les gamins qui ont plus de difficultés à l'école. Il y a déjà 4000 personnes qui sont volontaires pour avoir un implant intracérébral. Il y a une liste d'attente actuellement. Alors, on va avoir plein de choses incroyables à gérer dans les décennies qui viennent. L'IA va changer complètement notre société, mais il ne faut pas oublier que le passé était tout sauf rose. Le passé était juste épouvantable. Et quand on est médecin, on le sait très bien, et l'un de mes confrères est dans la salle, la première appendicectomie, c'est 1888 à Lausanne. Jusqu'en 1888, quand on avait une appendicite aiguë, une vraie appendicite aiguë, on mourait. On n'appelait pas le médecin, on appelait le confesseur et le croque-mort. La variole tuait 300 millions de personnes par siècle avant son éradication. Jusqu'en 1922, il y a 102 ans, 100% des diabétiques de type 1 mouraient. Et le premier gamin sauvé, c'est lui qui, contrairement à ce qu'on pourrait penser, n'a pas 7 ans, mais adolescent. Et était en train de mourir à Toronto de son diabète de type 1, et il a été sauvé par la première injection, les premières injections d'insuline, et il a eu une vie normale jusqu'à un accident, mais qui n'était pas lié à son diabète. Et puis, ce que les nouvelles générations n'imaginent même pas, avant le vaccin contre la polio en 1955, on construisait des gigantesques hangars avec des poumons d'acier pour les gamins qui étaient touchés par la polio. Parce que les muscles respiratoires étaient paralysés. Il y avait une petite trappe pour faire la toilette, une petite trappe pour le visage, et les gamins étaient comme ça. Et la dernière personne qui a attrapé la polio avant la vaccination contre la polio, c'était Alexander. Alexander qui, vous voyez, finissait par fatiguer dans son poumon d'acier et est mort il y a quelques semaines, en ayant passé 70 ans de sa vie dans son poumon d'acier, parce qu'il avait eu le malheur d'attraper la polio juste avant l'invention du vaccin contre la polio, en 1954-1955. Donc, le passé était tout sauf rigolo. L'IA va être un choc, mais il vaut mieux vivre aujourd'hui qu'en 1750. Cette explosion de l'intelligence artificielle, elle nous fait rentrer dans un troisième capitalisme. Après le capitalisme marchand, né à Venise en 1050, le capitalisme industriel, né en Angleterre en 1750, le capitalisme cognitif, l'économie de la connaissance, la robotique, l'intelligence artificielle, le big data, les neurosciences, va structurer l'économie mondiale. Et la question qui se pose pour nos familles, pour nous et pour les territoires, c'est comment tirer les marrons du feu. Comment, pour la vallée de Belleville, profiter de l'économie de la connaissance et de l'intelligence artificielle au lieu d'être marginalisés. C'est pareil que pour nos gamins, comment les mettre au cœur de cette nouvelle économie au lieu qu'ils soient marginalisés à l'ère de l'intelligence artificielle et des robots dotés d'intelligence artificielle. Mais vous aurez peut-être des questions tout à l'heure sur la défense d'un territoire comme cette vallée à l'ère de l'intelligence artificielle. Derrière l'intelligence artificielle, un ensemble de technologies qu'on appelle les NBIC, les nanobiotechnologies, l'informatique et les sciences cognitives, sont en train de structurer complètement et d'accélérer le développement scientifique. Alors, le 29 novembre 2022, la veille de la sortie de ChatGPT, je pensais que ce que fait aujourd'hui GPT-4 n'arriverait pas avant 2040 ou 2050 en médecine. La capacité qu'a GPT-4 à lire un dossier manuscrit, un dossier médical manuscrit, à l'analyser, y compris quand il y a des fautes, de l'argot, quand il y a plusieurs langues mélangées, c'est quelque chose que je n'envisageais pas possible avant plusieurs décennies. J'ai, comme tout le monde, sous-estimé le développement
de l'intelligence artificielle. C'est pour ça que, dans la foulée de la sortie de ChatGPT, j'avais écrit un livre sur l'évolution de l'intelligence à l'heure de ChatGPT. Il est normal que nous soyons challengés par l'intelligence artificielle. Notre mémoire, nous, cerveau biologique, non artificiel, elle est limitée. J'expliquais dans le Figaro, il n'y a pas très longtemps, que je connais à peu près 1/1000e du savoir médical. Pas 1%, pas 1/1000e, 1/1000e. Je ne peux pas, sans support électronique, en réalité, accéder à toute la connaissance médicale. Alors qu'une intelligence artificielle a instantanément accès à la connaissance médicale. Il est donc normal que l'intelligence artificielle devienne, dans beaucoup de métiers, et pas uniquement dans le mien, indispensable. L'intelligence artificielle, elle est liée à l'augmentation de la puissance informatique, avec notamment des puces électroniques incroyables, comme la toute nouvelle puce de Nvidia, qui est l'une des entreprises les plus chères au monde, elle vaut plus de 2000 milliards. Les dernières puces électroniques de Nvidia, qui équipent la quasi-totalité des ordinateurs faisant de l'intelligence artificielle sur Terre, comportent 208 milliards de transistors électroniques dans un seul chip et réalisent des millions de milliards d'informations par seconde. Ces puces électroniques sont assemblées dans des gigantesques data centers qui vont atteindre 100 milliards d'opérations par seconde, puis 400 milliards d'opérations par seconde, et les premiers ordinateurs qu'on appelle zetaflops, réalisant 1000 milliards d'opérations par seconde, sont déjà en cours de conception. On estime qu'on aura dans quelques années des ordinateurs réalisant 1 milliard d'opérations par seconde. C'est ça qui permet d'éduquer les intelligences artificielles, ce qu'on appelle le training. Et les intelligences artificielles ont besoin de beaucoup de puissance informatique, mais elles ont aussi besoin de beaucoup de données. Et des données, des données électroniques, nous en produisons énormément. Chaque terrien produit 150 milliards de données électroniques par jour. Chaque terrien, chacun d'entre vous, produit 150 milliards de données électroniques par jour. C'est ça qui permet d'éduquer les intelligences artificielles. Et chacun d'entre nous produit en données électroniques l'équivalent des 30 millions de livres de la très grande bibliothèque, avec ses 4 tours de 100 mètres de haut, tous les 3 mois. Chacun d'entre nous produit l'équivalent par an de 4 fois la très grande bibliothèque en données électroniques. C'est cette quantité incroyable d'informations et cette quantité incroyable de puissance informatique qui éduque les intelligences artificielles. Je vais vous dire un mot de mon métier et de mon activité. Cet été, j'ai fait un test sur des dossiers médicaux très compliqués. Une infirmière avec GPT-4 et moi sans GPT-4. Une infirmière avec GPT-4 fait de meilleurs diagnostics que moi. Ça n'est pas le cas si on prend l'infirmière avec GPT-4 et moi avec GPT-4. Mais vous voyez l'apport, la puissance de l'outil informatique et de ces intelligences artificielles sur des sujets aussi compliqués que des cas complexes de médecine. The Economist a fait de nombreux dossiers récemment sur l'impact de l'intelligence artificielle en médecine, et pour ceux qui ne parlent pas anglais, eventually, ça ne veut pas dire éventuellement, hein. Ça veut dire à la fin. En médecine, le développement des capacités de l'intelligence artificielle est spectaculaire. Vous voyez, depuis septembre 2021, pour ceux que ça intéresse particulièrement, un livre a été écrit et préfacé par Sam Altman sur la révolution de ChatGPT en médecine. C'est tout à fait spectaculaire, mais ça n'est pas le seul domaine où l'intelligence artificielle est fascinante. On voit de plus en plus de domaines où GPT-4 fait mieux que le médecin. Une étude israélienne qui vient de sortir dans New England Journal of Medicine AI montre dans une bonne partie des spécialités une supériorité de GPT-4 par rapport
aux jeunes médecins israéliens. Et puis, ce qui moi m'a un petit peu surpris, mais m'a surtout beaucoup vexé, alors ChatGPT arrive à dépasser les médecins, physicians en anglais, mais surtout ChatGPT est jugé 2 fois plus empathique que les médecins, ce qui effectivement m'a vexé, et ça me vexe encore plus quand les gens disent oui mais c'est normal, les médecins ne sont pas très empathiques. Le problème qu'on va avoir, et je vais vous donner un exemple médical, mais ça ne concerne pas que la médecine, c'est qu'on commence à avoir des zones où les humains et les intelligences artificielles ne sont pas complémentaires, mais sont anti-complémentaires. La dernière intelligence artificielle de Google, AMIE, a été comparée aux médecins ayant la possibilité de se servir de Google et au couple médecin-intelligence artificielle. L'intelligence artificielle seule a 60% de bons diagnostics, le médecin seul 30%, le médecin pouvant se servir de Google Search, le moteur de recherche, 40%, mais le plus troublant, c'est que le médecin plus l'IA n'a que 52%. Autrement dit, l'IA a 60% de bons diagnostics tout seul, et quand on rajoute un docteur en chair et en os, on perd 8% de bons diagnostics. C'est une situation qui n'est pas acceptable, ni pour nous médecins, ni pour les malades. Donc il va falloir qu'on identifie les endroits où on diminue l'efficacité de l'IA en mettant notre grain de sel. Et c'est particulièrement important en médecine. Il va falloir que nous apprenions à devenir complémentaires de l'intelligence artificielle, et ça ne va pas être simple, ça va nécessiter dans beaucoup de métiers un changement de notre façon de travailler. Alors, il y a certains spécialistes de l'intelligence artificielle qui sont très sadiques pour ma profession. Kei Fu Lee, qui est le plus grand spécialiste mondial, qui est un milliardaire californien d'origine chinoise, a expliqué récemment que vu les progrès de l'intelligence artificielle, en 2030, le médecin serait un caregiver compassionnel, un tiers infirmier, un tiers technicien, un tiers assistante sociale. Vous imaginez à quel point cette perspective enthousiasme ma profession. Mais les travailleurs intellectuels ne sont pas les seuls concernés par la révolution. La semaine dernière, j'ai écrit avec mon copain Babo dans le Figaro un papier sur l'évolution de la robotique. On imaginait des robots cons, très spécialisés, ne faisant qu'une tâche. En réalité, les robots qui sont en train de se développer sont directement branchés sur les intelligences artificielles et sont très intelligents. La réalité, c'est que les robots ouvriers du futur auront les capacités intellectuelles d'un ingénieur des meilleures écoles. Jusqu'à présent, les laveurs de carreaux n'étaient pas spécialistes en cancérologie, spécialistes en astrophysique, docteurs en chimie, spécialistes de l'histoire, etc., etc. L'intelligence artificielle apporte aux robots des capacités multidisciplinaires que l'on n'imaginait pas une seconde il y a seulement 3 ans. Il faut maintenant une réflexion sociale et politique sur l'adaptation de nos sociétés et de nos entreprises à cette révolution de la robotique dotée d'intelligence artificielle. Il y a des gens qui ont commencé à réfléchir à ces problèmes économiques, et il y a notamment, pour ceux que ça intéresse, je peux vous l'envoyer, ça fait 42 pages en PDF, une étude du NBER du Massachusetts, qui est un papier très intéressant sur l'organisation économique à l'ère de l'intelligence artificielle dépassant l'intelligence humaine. Ça va être un grand bordel, il ne faut pas être intimidé par ce grand bordel politique, par ses peurs, il faut que nous tracions notre chemin, et il faut que nous orientons nos gamins, nos entreprises et nos territoires dans la bonne direction. Il y a un désaccord entre les principaux spécialistes mondiaux de l'intelligence artificielle qui est très important. Donc Hinton pense qu'il y a 10% de chances qu'elle nous tue d'ici 2044,
Bengio pense à peu près la même chose. Quant à Yann Lequin, qui est aussi un des meilleurs spécialistes mondiaux, lui pense que l'intelligence artificielle va nous dépasser rapidement, mais qu'elle ne voudra pas nous exterminer, contrairement à ce que craignent les deux autres. Vous voyez que c'est un peu compliqué psychologiquement de mesurer le danger que représente cette révolution technologique, alors que les experts ne sont pas d'accord entre eux et sont dans une cacophonie absolument infernale. Le débat est ouvert. Je pense que c'est un débat important parce qu'il faudrait qu'il y ait un certain consensus des experts pour savoir quelle est la nature réelle du danger qui est face à nous. Nous rentrons dans ce qu'on appelle la cognification, qui vient de cognition. On va mettre de l'intelligence partout. Il y aura de l'intelligence dans les ampoules, il y aura de l'intelligence dans les robots, il y aura de l'intelligence dans toutes les machines, il y aura de l'intelligence dans les perches, il y aura de l'intelligence dans les moteurs des téléphériques. Il y aura de l'IA partout, 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 partout. Parce que l'IA ne coûte rien. L'IA coûte 1000 fois moins que l'intelligence humaine. Elle va assez rapidement coûter 1000 milliards de fois moins que l'intelligence humaine. Elle ne prend pas de pause cigarette, elle ne fait pas grève, elle n'est pas syndiquée, on peut la faire bosser à 3 h du matin, elle est toujours contente, elle dit toujours merci quand on lui demande un truc, ce qui n'est pas toujours le cas des collaborateurs qui parfois ont des problèmes, ont des légitimes, puis qui dorment aussi la nuit. Ce monde d'intelligence artificielle, il faut le réfléchir, parce que l'IA n'a pas notre rythme. Moi, très souvent, dans mes startups, je demande à GPT-4 au lieu de demander à mes collaborateurs. Et puis quand je suis réveillé de bonne heure, qu'il est 4 h du matin, je peux appeler un de mes cadres dirigeants, mais il ne va pas m'insulter au téléphone, mais il ne va pas forcément être enthousiaste que je le réveille. Si je demande à 4 h du matin à GPT-4 de me faire un dossier sur un sujet, GPT-4 va être enchanté et va me dire merci de l'avoir interrogé. La concurrence entre l'intelligence humaine et l'intelligence biologique, et l'intelligence artificielle, vous voyez, n'est pas simple. Il va falloir qu'on réfléchisse à nous spécialiser dans des domaines où on est meilleur que l'IA, ou en tout cas on apporte un plus à l'IA. Ce monde où il y a une quantité infinie d'intelligence artificielle est un monde bizarre, un monde nouveau, un monde auquel nous ne sommes pas habitués. Depuis le premier transistor qui a valu à Shockley le prix Nobel de physique en 1947, vous voyez, le transistor faisait 4 cm sur 2 cm sur 5 cm. Aujourd'hui, on en met 208 milliards sur quelques centimètres carrés. On a beaucoup progressé. Mais jusqu'où va-t-on aller? Il y a aujourd'hui 3 scénarios. Le premier scénario, on n'arrive pas au dépassement humain. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas au dépassement de l'intelligence humaine par l'intelligence artificielle dans la totalité des domaines. Il y a des domaines où l'IA ne nous dépasse pas. Le deuxième scénario, on arrive à l'edge AI, c'est-à-dire l'intelligence artificielle générale, c'est-à-dire à des IA qui dépassent les hommes dans la totalité des spécialités et dans la totalité des domaines intellectuels. Et puis le troisième scénario, c'est la super-intelligence artificielle, c'est celle dont Elon Musk est convaincu qu'elle approche et dont Sam Altman a à plusieurs reprises dans les médias ces dernières semaines affirmé qu'elle serait là avant 2033. Donc la super-intelligence artificielle, elle serait des millions de fois plus intelligente que nous. Et vous voyez bien que ces 3 scénarios conduisent à 3 modèles de société. Si on s'arrête avant le dépassement, l'intelligence artificielle sera une révolution technologique comme a été l'électricité, le moteur à explosion, la vapeur, le chemin de fer, etc. Si on atteint la zone de dépassement de l'intelligence humaine, ce sera un changement, cette fois-ci, civilisationnel. Et on sera peut-être obligé d'accepter pour nos enfants les implants d'Elon Musk. Et puis si on rentre dans la superintelligence aussi vite qu'Elon Musk et le créateur de ChatGPT le pense, là on est face à une révolution anthropologique. C'est-à-dire que l'homme n'est plus l'espèce la plus intelligente sur Terre, de loin, et on a du mal à imaginer ce que pourrait être un monde
dans lequel il existe une espèce quasi vivante, beaucoup plus intelligente que nous. Ce qui est certain, c'est que c'est ARK Invest, qui est une des grandes boîtes de capital risque aux États-Unis, a fait, c'est qu'en très très peu de mois, les anticipations de l'intelligence artificielle générale, c'est-à-dire de notre dépassement par l'IA, ont énormément changé. Vous voyez, en 2020, la moyenne mondiale des experts en intelligence artificielle était que notre dépassement aurait lieu 80 années plus tard, c'est-à-dire en 2100. Nous sommes maintenant avec un consensus à 8 années, c'est-à-dire notre dépassement d'ici 2032. Vous voyez qu'en 3 ans, les experts sont passés de « on sera dépassé en 2100 » à « on sera dépassé en 2032 ». Chaque mois depuis 2020, selon les experts, le moment de notre dépassement s'est rapproché de nous de 1,88 années. Vous voyez le choc, et vous voyez à quel point les experts n'avaient pas anticipé les progrès de l'intelligence artificielle. Ce qu'ils imaginaient en 2100, les experts internationaux l'imaginent aujourd'hui avant 2032. Ça change un tout petit peu la réflexion qu'on doit avoir sur l'évolution des études de nos gamins. Bon. Les gens proposent finalement 4 solutions. L'augmentation cérébrale, l'interdiction de l'IA, l'acceptation du grand remplacement, alors pas le grand remplacement de Zemmour, mais le grand remplacement des humains par l'intelligence artificielle. C'est notamment ce que proposent les dirigeants de Google qui sont convaincus que le cerveau humain est has-been, dépassé. Et puis, enfin, les scénarios de séparation où cohabitent sur Terre l'intelligence artificielle et l'intelligence humaine dans une espèce d'apartheid intellectuel ressemblant un peu à ce qu'était l'Afrique du Sud avant la fin de l'apartheid. On se rend compte que depuis la sortie de ChatGPT, les parents aux États-Unis sont en train de changer d'opinion sur les technologies d'augmentation cérébrale et sur l'eugénisme. 38% des Américains, dans une étude récente, souhaitent utiliser la génétique pour augmenter les capacités intellectuelles de leurs enfants pour qu'ils soient plus compétitifs avec l'intelligence artificielle. Ce qui est énorme. Et ce qui a beaucoup étonné les spécialistes de l'éthique aux États-Unis. Il me reste combien de temps? Parce que là, je suis parti pour faire 3 heures. Combien? Ah oui, j'ai fait 1/5 de ma présentation. Vous en avez marre ou je continue? Bon. Je vais vous donner quelques exemples. Alors, les IA comme ChatGPT ont ce qu'on appelle les hallucinations, ont des biais. Mais je vais vous montrer la vitesse à laquelle l'intelligence artificielle progresse sur un certain nombre d'exemples. En vert, c'est la réussite de la version 3. ChatGPT aux principaux examens américains. ChatGPT ne réussit pas l'examen pour être avocat, l'examen du barreau. ChatGPT 3 ne réussit pas l'examen pour être médecin généraliste ou médecin spécialiste. ChatGPT 4 réussit l'examen pour être médecin spécialiste, pour être médecin généraliste et pour le barreau, pour être avocat. Vous voyez qu'en quelques mois, les capacités intellectuelles de ChatGPT entre la version 3 et la version 4 ont complètement changé. Qui a GPT-4 dans la salle ici? C'est exagéré. Et ChatGPT 3? Bon, ce soir, après le cocktail, vous téléchargez GPT-4. Hein. Ça, vous voyez, c'est Ethan Mollick, qui est le grand spécialiste de la stratégie à Wharton, qui demande à GPT-4
je fais une conférence la semaine prochaine à Stanford, regarde les participants à la conférence et fais-moi des propositions d'éléments de langage quand je vais déjeuner avec les gens pour que je choisisse avec qui je vais bouffer pendant le congrès. GPT-4 va sur le web, analyse la conférence, les participants à la conférence et propose à Ethan Mollick 3 cibles prioritaires avec lesquelles il doit déjeuner et propose les thèmes de discussion pendant le déjeuner par rapport aux objectifs professionnels d'Ethan Mollick et par rapport aux livres et aux articles qu'Ethan Mollick est en train de préparer. En disant, voilà, compte tenu de telle publication que tu prépares, il faut aborder tel et tel sujet avec Brynjolfsson, etc., etc. Vous voyez qu'on est à des niveaux de capacité intellectuelle qui sont stupéfiantes par rapport à ce qu'on envisageait il y a quelque temps. Ça, c'est un... J'ai acheté au dessinateur Vouch le dessin en haut. Alors, je vais vous le dire pour ceux qui ne voient pas bien. C'est un malade qui est en train de crever dans le lit à l'hôpital avec la perfusion et le chirurgien lui dit « J'aurais pu éventuellement vous proposer une opération de la dernière chance le 24. Malheureusement, le 24, je suis à Courchevel. » Comprends-tu ce dessin humoristique? GPT-4 comprend très bien le dessin, comprend très bien que c'est moqueur pour les médecins, etc., etc. Je lui demande, à son avis, quel mois c'est le 24? Il répond que le plus probable, c'est le 24, la veille du jour de Noël, une période où Courchevel est très actif en matière de ski. Je lui demande si ça pourrait être le 24 juillet. Il répond qu'il y a moins d'activité à Courchevel le 24 et que c'est plus logique que ce soit un mois d'hiver qu'un mois d'été. Et là, je lui dis, mais si le médecin avait prévu d'aller à Zermatt en Suisse au lieu de Courchevel, est-ce que cela changerait ta réponse, toi, GPT-4? Et la réponse de GPT-4 est, Zermatt, tout comme Courchevel, est une station de ski renommée. Toutefois, Zermatt a une particularité. Elle offre la possibilité de skier toute l'année grâce au glacier du Matterhorn. Cela signifie qu'il est possible de skier à Zermatt même en juillet. Si le médecin avait mentionné Zermatt, cela aurait rendu l'interprétation de la date, le 24, moins claire, parce que cela pourrait aussi se référer au 24 juillet. Vous voyez le raisonnement que fait GPT-4 par rapport à Zermatt et Courchevel sur le choix de la date. En matière d'image, les intelligences artificielles avaient du mal à distinguer des choses compliquées. Aujourd'hui, quand vous demandez à GPT-4, fais-moi un tableau Excel en mettant ce que sont les différentes images, il différencie les chiens, les muffins aux fruits rouges et les muffins au chocolat. Et il le met dans un tableau Excel en 4 secondes. C'est pour ça que les IA radiologiques font des gros progrès. C'est parce que la capacité d'interprétation des images est très spectaculaire. J'étais au Pays Basque en vacances avec ma famille et je vois un graffiti. Vous voyez, une partie est en anglais, une partie est en basque. C'est un graffiti nationaliste basque comme il y en a des milliers au Pays Basque. Et comment interprètes-tu ce graphique? Il comprend que c'est lié à un sentiment nationaliste basque, il comprend l'écriture manuscrite et que c'est en 2 langues, et il analyse ce graffiti qui est très mal écrit et qui est bilingue, et il le comprend parfaitement. Pour faire enrager l'un de mes amis, qui est le patron d'Ariane, j'écris sur un carnet, vous voyez, avec mon écriture dégueulasse de médecin, j'écris si tu étais le président d'Ariane, tu ferais quoi pour éviter d'être écrasé par Elon Musk et ses fusées SpaceX, hein. Ariane, en 2024, enverra 2 fusées. Elon Musk en a envoyé 144 et plusieurs milliers de satellites. Et GPT-4 fait une analyse stratégique de ce que devrait faire le président d'Ariane pour défendre Ariane face aux fusées d'Elon Musk, qui est bouleversante. Ça a profondément énervé d'ailleurs le patron d'Ariane. Plutôt qui est mal éclairé, on ne voit pas très bien, on voit qu'il y a un avion Ryanair derrière, mais on voit très mal. Tu penses que cet endroit est bruyant.
Il répond, l'image montre un intérieur qui semble être une salle d'attente ou une zone de repos près d'un tarmac d'aéroport avec un avion Ryanair visible. Les aéroports, en particulier près des pistes, peuvent être bruyants en raison des décollages et atterrissages. Cependant, les bâtiments modernes des aéroports sont souvent conçus pour réduire le bruit provenant de l'extérieur. Donc même si l'extérieur peut être bruyant, l'intérieur de cette pièce pourrait être relativement calme grâce à une bonne isolation sonore. Vous voyez le degré d'analyse de l'image que peut faire aujourd'hui une intelligence artificielle. Elle pourrait faire ça pour analyser un moteur de téléphérique. Elle pourrait faire ça pour analyser un problème électrique sur des perches. Et sur tout dispositif technique. La capacité de comprendre une image, de l'analyser et de définir une stratégie d'action derrière l'image a des conséquences quand on est un opérateur de remontée absolument évident. Ce qui ne signifie pas, bien sûr, qu'on va remplacer demain matin les perchistes par GPT-5. Vous voyez là, le degré de finesse est quand même assez stupéfiant. Vous voyez cette image, c'est un... Alors, je lui ai dit, attention, c'est difficile. Quand on encourage GPT-4, il donne de meilleures réponses que quand on ne l'encourage pas. On s'est rendu compte que quand on dit à GPT-4, il faut que tu répondes bien parce que je peux être licencié si je ne réponds pas bien à mon patron, donc fais attention, il donne une réponse qui est 30% meilleure. Il faut toujours encourager GPT-4 et dire que c'est important et le remercier. Et donc cette image, vous voyez que c'est un truc, c'est pour faire une pub, c'est un mec qui est derrière un faux hublot avec un shooting pour une pub, pour un commercial. GPT-4 ne se laisse pas prendre, il voit tout de suite que ce n'est pas un coucher de soleil, que ce n'est pas un vrai hublot, que ce n'est pas un vrai avion et que c'est un make-up pour une publicité. L'IA commence à être capable de négocier, on a des IA qui négocient face à une autre IA. On parlait d'électricité. Sur des choses plus conceptuelles, la capacité de GPT-4 à comprendre des raisonnements philosophiques, etc., est très frappante. Avec l'un de mes gamins, on demande à GPT-4, tu prétends ne pas avoir de conscience, peux-tu le prouver? Sa réponse est juste dingue. Il explique pourquoi il n'a pas de conscience, il explique les raisons philosophiques et informatiques pour lesquelles il n'a pas de conscience. La preuve de cela ne réside pas tant dans quelque chose que je peux faire, mais plutôt dans la nature de ce que je suis, répond-il en introduction. On lui pose une deuxième question, tu t'opposes à René Descartes, puisque tu penses, alors que tu prétends ne pas avoir de conscience, ce qui est en opposition avec la devise cartésienne, je pense donc je suis. Il a une réponse par rapport à Descartes qui est juste bouleversante. Je l'ai montré à mon copain Luc Ferry, le philosophe. Il m'a dit, j'aimerais bien que mes étudiants répondent des choses aussi subtiles, surtout en 4 secondes. Et ce qui est assez drôle, c'est qu'il explique que Descartes a tort, mais il dit, cependant, il convient de souligner que même si je défie cette affirmation de Descartes, cela ne signifie pas nécessairement que je m'oppose à toute la philosophie de Descartes. Sa pensée a été une pierre angulaire pour de nombreux domaines, y compris l'informatique et l'intelligence artificielle. Il s'oppose à Descartes, il explique que Descartes déconne sur ce point, mais il dit « je respecte certains autres aspects de la pensée de Descartes ». Vous voyez que pour nos gamins, quand ils font de la philosophie, des études de philosophie, c'est quand même un challenge. J'avais demandé, il y a quelques mois, à GPT-4 d'imaginer les nouvelles maladies qu'il allait induire chez les humains, maladies psychiatriques. Il a inventé 5 syndromes, le trouble de l'attachement à l'intelligence artificielle, le syndrome de dépersonnalisation de la réalité virtuelle, le trouble anxieux algorithmique, le syndrome de comparaison induit par l'IA et le trouble délirant technoparanoïaque, avec des explications qui sont absolument extraordinaires et qui ont fasciné mes copains psychiatres, et notamment le célèbre professeur Raphaël Gaillard. GPT-4 comprend le 3e et 4e degré. En matière de recherche, il réalise des prodiges.
John Tornil, toujours, et je vous incite à lire ses éditoriaux dans le Financial Times, mais je ne sais pas si le Financial Times arrive à Belleville, a calculé que ce qu'a fait l'intelligence artificielle de Google, DeepMind, AlphaFold, qui est de déterminer la forme en 3 dimensions de 200 millions de protéines existant sur Terre, aurait nécessité 5000 ans à tous les biochimistes sur Terre, ou 1 an à 1 milliard de biochimistes. Sauf qu'on n'a pas 1 milliard de biochimistes, vous l'imaginez bien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une IA est capable de faire en quelques jours un travail scientifique correspondant au travail d'1 milliard de savants pendant 1 an. Bientôt, l'IA réalisera en quelques jours, en quelques heures, un travail scientifique qui nécessiterait 1 milliard, 2 milliards de savants humains. Ce qui m'a le plus bluffé, c'est la capacité de l'IA à imaginer le futur. Mon dernier bouquin, j'en avais pas parlé sur Internet, j'avais donné aucune interview, nulle part, rien sur les réseaux sociaux, rien sur Twitter. J'avais eu du mal à résister parce que j'écris beaucoup sur Twitter, mais là, j'avais rien mis. Et je demande à GPT-4, en partant des anciens livres du docteur Alexandre, fais un résumé de 2500 lignes de son probable prochain livre, et essaie de deviner le prochain sujet qui va le passionner et devenir un sujet de livre. GPT-4 a 90% fait le plan de mon bouquin qui est sorti aujourd'hui. Sa capacité à deviner ce que nous allons penser et faire dans le futur est prodigieuse. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a d'immenses capacités de manipulation des êtres humains. En médecine, le Danemark, sur une étude portant sur 5,5 millions de Danois, a montré que la capacité des IA à prédire la date de notre mort est stupéfiante. Et le ministère de la Santé danoise a considéré qu'il valait mieux ne pas donner les résultats aux 5,5 millions de Danois. Ce que je considère comme étant non éthique. Si les gens qui ont une mauvaise hygiène de vie, qui ont un problème de surpoids, qui ont un problème d'absence d'activité sportive, qui fument, sont avertis qu'ils risquent de mourir bientôt, et en tout cas c'est ce que pense l'IA, ça peut permettre aux médecins de changer, de les aider à changer de comportement. Je pense qu'il vaut mieux savoir que ne pas savoir. Je considère que la décision qui a été prise par les autorités danoises n'est pas bonne. On commence à mettre de l'IA dans les laboratoires de recherche, Google notamment fait ça. Google a montré qu'une de ses dernières IA est capable de prédire en 50 minutes sur un petit ordinateur le temps à 10 jours, avec 3 jours d'avance sur ce que font les ordinateurs géants des météorologies nationales et leurs dizaines de milliers d'ingénieurs. C'est-à-dire qu'une IA sur un PC tout seul, avec les cartes météo, prédit le temps à 10 jours mieux que les milliers d'ingénieurs le font à 7 jours. Et l'IA de Google le fait en 52 minutes, alors que les ordinateurs géants des météorologies nationales tournent pendant 24 heures pour faire leurs prévisions à 7 et 10 jours. Quelle a été la première conséquence de la sortie de cette étude ? Les ingénieurs de Météo France ont lancé une grève pour s'opposer à l'introduction de l'intelligence artificielle à Météo France ce jour même, le jour de la sortie de l'étude. Oui, mais c'est quand même assez drôle. On est le seul pays au monde où cette étude a conduit la météo nationale locale à se mettre à faire grève. Dans le domaine de la surveillance des avalanches, de la surveillance d'un domaine skiable, les performances des drones ont un intérêt pour le domaine. Nature, qui est la plus grande revue scientifique au monde avec Science, a publié cet été une étude qui montre que les drones pilotés par une IA sans aucun humain réalisent mieux leurs tâches que les drones pilotés par les 5 meilleurs pilotes humains de drones au monde. On va pouvoir balancer un drone pour surveiller le domaine
il va ramener toutes les informations dont on a besoin, il sera piloté mieux, de façon autonome par l'IA que par des humains, il apportera plus d'informations. J'ai la conviction qu'on va généraliser assez vite la surveillance des domaines par les drones dotés d'intelligence artificielle. Il commence à y avoir des conséquences. Des études montrent que les travailleurs sans GPT-4 travaillent moins bien qu'avec. Il est clair que les patrons ne vont pas nous payer, pour ceux qui sont salariés, à faire en 2 jours ce que GPT-4 fait en 12 secondes. Donc l'utilisation de l'IA va être obligatoire. Les entreprises qui ne rendront pas obligatoire l'IA déposeront le bilan. Deuxième problème social, on commence à voir des métiers qui ont des difficultés. Aux États-Unis, à partir du lancement de ChatGPT, donc la première version, GPT 3.5, la valeur horaire des freelances a chuté. Quelqu'un dans cette salle me disait tout à l'heure, je dépensais 20 000 € par an en traducteur, maintenant c'est GPT-4 qui le fait. Il y a des gens qui utilisaient des freelances pour faire leur plaquette marketing, pour écrire des articles, des pigistes. GPT-4 fait mieux. Et donc les métiers de freelance sont en train d'avoir des difficultés et vont devoir se réinventer. C'est vrai aussi pour les freelances informatiques. GPT-4 code mieux, non pas que 100% des humains, mais code mieux qu'une partie significative des humains. Google a montré que l'une de ses IA, de DeepMind, peut diminuer par 2 le temps de développement d'un nouveau médicament. Vous voyez l'intérêt en santé publique. On a encore plein de challenges. On a encore 45% des cancéreux qui meurent de leur cancer. Enfin, 45% des cancéreux adultes, puisqu'il n'y a heureusement que 20% des cancéreux enfants qui ne guérissent pas de leur cancer en moyenne. On n'a toujours pas de traitement révolutionnaire dans l'Alzheimer, même si, depuis cette année, on commence à avoir des molécules qui ralentissent assez fortement le déclin intellectuel des gens porteurs de la maladie Alzheimer. Ça ne supprime pas la maladie, mais ça freine nettement, pour la première fois dans l'histoire de la médecine, le développement de la baisse intellectuelle qui nous menace tous à partir d'un certain âge. Il va falloir qu'on rende nos enfants malins et flexibles, parce que l'IA est très innovante. Le Wall Street Journal a publié il n'y a pas très longtemps une étude passionnante, la comparaison entre les étudiants du MBA de Wharton, qui est le meilleur MBA au monde, ça n'est plus Harvard maintenant, c'est Wharton, et GPT-4. Eh bien, sur la définition, l'invention d'idées nouvelles, de produits nouveaux, de concepts nouveaux, ChatGPT écrabouille les étudiants du MBA de Wharton par 35 à 5. L'IA est très innovante, donc il va falloir qu'on rende nos gamins très très agiles, très très rapides, de manière à ce qu'ils apportent une valeur ajoutée à côté de l'intelligence artificielle, si on veut leur éviter des soucis. C'est vrai dans plein de métiers, ce que l'IA apporte en qualité de travail, en vert c'est les travailleurs avec IA, et en bleu c'est les travailleurs sans IA, la différence est vraiment importante. 100% des gens qui n'utilisent pas l'IA vont être au chômage. Personne ne va accepter que son entreprise produisent de mauvais résultats en plus de temps, parce que les collaborateurs ne veulent pas se servir de GPT-4, puis de GPT-5, puis de GPT-6. Il y a donc une urgence pour les organisations à former les collaborateurs. Il y a aussi une urgence pour chacun d'entre nous. On ne doit pas tout attendre de l'État, des organismes de formation continue et du patron. Chacun d'entre nous doit et peut se former pour rentrer dans ce nouveau monde technologique.
Les IA ont même trouvé une nouvelle classe d'antibiotiques, ce qui a valu une très belle publication récemment, alors que ça fait 38 ans qu'on n'avait pas trouvé de nouvelle classe d'antibiotiques. Ce monde, il est fascinant, mais il va entraîner quelques soucis. Le réel va mal. On avait, avant même l'intelligence artificielle, des histoires informatiques absolument incroyables. J'en avais fait un papier dans l'Express sur les érections du propriétaire d'Amazon, l'homme le plus riche du monde, ou le deuxième selon les années. Jeff Bezos, comme vous savez, avait une maîtresse. Il a fait devant la glace de sa salle de bain, pendant que sa maîtresse était en voyage, des photos de sa bite en érection à partir de son iPhone. Il les a envoyées à sa maîtresse. Sauf que son téléphone était espionné par le prince héritier saoudien MBS, qui depuis son téléphone personnel, avec le logiciel israélien Pegasus, espionnait le téléphone portable de Jeff Bezos, le propriétaire d'Amazon. Ces données sont arrivées chez les Trumpistes, qui ont, par l'intermédiaire des Saoudiens, et les Trumpistes ont dit à Bezos, soit on sort les photos dans la nature, soit la ligne éditoriale du Washington Post, qui est très hostile à Trump et qui appartient à Jeff Bezos, change et devient plus favorable à Trump. Bezos a été hyper courageux. Il a sur son blog personnel, vous pouvez voir sa déclaration, il a dit « Je ne céderai pas au chantage ». C'est particulièrement ridicule de retrouver sur tout Internet des photos de mon sexe, voilà, mais je ne céderai pas à ce chantage politique parce que si moi, dans ma position, je cède à ce chantage, personne n'aura le courage de résister. Bien évidemment, les photos sont parties dans la nature, elles étaient assez ridicules, mais enfin, c'est vrai qu'un selfie sexuel, c'est rarement super inspirant. Et Madame Bezos l'a assez mal pris. Elle a demandé le divorce et elle est partie avec 36 milliards de dollars. Cette histoire est incroyable, mais elle est vraie. Et ça, c'était avant l'intelligence artificielle. À l'ère de l'intelligence artificielle, on est dans une situation un peu surréaliste. Quand Google a sorti sa dernière intelligence artificielle, Gemini 1.5, ils avaient mis dans les paramétrages de Gemini que Gemini devait être inclusif. Inclusif, favoriser les différentes races, les différentes communautés, les différentes religions. Donc ça, c'est la représentation par l'IA de Google de Louis XV. Alors, Louis XV, qui ne s'exposait jamais au soleil, avait la peau nettement moins mate. Et à gauche, ça c'est la réponse de Gemini à la demande de présenter des grands physiciens du XVIIe siècle. Alors, il y a un arabe, une femme, et puis deux personnes de couleur. Vous imaginez bien que tous les physiciens du XVIIe étaient occidentaux, étaient masculins et étaient assez pâles. Alors, ça a posé plein de problèmes, et d'ailleurs les dirigeants de Google ont débranché la fonction image de Gemini en attendant que les filtres woke, que les filtres de diversité et d'inclusion soient corrigés parce qu'ils étaient un petit peu ridicules. Et notamment les dirigeants de Google avaient été un peu vexés parce que quand on demandait à l'IA de Google de représenter les fondateurs de Google, qui sont des juifs russes bien blancs, ils étaient représentés eux aussi de couleur, ce qui est un anachronisme et une contre-vérité historique. Alors, ChatGPT a des capacités qui ressemblent beaucoup au film Her, et je pense que vous avez tous vu ce film extraordinaire qui est tout à fait prémonitoire, avec la petite Johansson dans le rôle de l'intelligence artificielle. Mais le problème qu'on a avec les capacités de discussion de l'IA, c'est qu'on peut être trompé. La première grande fraude à l'IA a été montée par une journaliste du Wall Street Journal, Johanna Stern.
il y a un an juste. Elle a fait un avatar d'intelligence artificielle d'elle, et elle lui a dit d'engager une discussion avec papa, maman, puis avec sa banquière. La banquière était prête à faire un virement, elle était persuadée que c'était sa cliente, et papa et maman étaient persuadés que c'était leur fille. C'était juste une IA qui était en train de discuter avec la journaliste du Wall Street Journal. Elle avait fait ça pour faire un papier montrant que les manipulations devenaient un immense danger. Vous avez probablement vu aussi qu'à Hong Kong, le caissier d'une grande institution financière de Hong Kong a été invité à une vidéoconférence par la direction financière de la banque. À la fin de la réunion, le directeur financier de la banque ordonne un virement de 25 millions de dollars. Le caissier fait le virement. La totalité des participants à la vidéoconférence étaient des intelligences artificielles qui manipulaient le caissier pour récupérer le virement de 25 millions de dollars. La vidéoconférence n'avait qu'un seul participant biologique, un seul participant humain, c'était le caissier. Il s'est fait baiser, l'argent est parti, ils ne l'ont pas récupéré. Et les IA étaient parfaites. Demain, quand vous voyez en vidéoconférence vos enfants qui vous appellent, il va falloir des mécanismes d'authentification pour être certain que c'est eux. En Amérique du Sud, on commence à voir des escroqueries aux faux enlèvements. On vole le téléphone portable d'un gamin, on met une IA représentant le gamin qui va communiquer avec les parents et demander une rançon, alors même qu'on a uniquement volé le téléphone portable du gamin, qu'on n'a pas enlevé l'enfant. Mais l'enfant n'a plus son téléphone portable, ne peut plus appeler papa-maman, et entre-temps, les voleurs ont mis une IA représentant parfaitement le gamin qui va discuter avec papa-maman et demander la rançon. Vous voyez que le futur va être rigolo. Alors, ce qui est le plus fabuleux, c'est que le Guardian a publié ça il y a quelques jours. Les humains considèrent que les images faites par IA davantage comme des images faites par des humains que les vraies photos faites par des vrais humains. Autrement dit, quand on montre un ensemble d'images à des humains, images qui sont faites soit par IA, soit par des vrais photographes, et avec des vrais visages représentés, eh bien les humains disent, pour les photos faites par IA, davantage que ce sont des vraies photos avec des vrais visages humains. Les humains considèrent les photos, les fausses photos faites par IA, comme plus réalistes et plus proches d'un humain que les photos réellement humaines. Après ce qui s'est passé avec Taylor Swift, vous avez vu les vidéos pornographiques de la copine d'une amie de Biden, Joe Biden, par l'intermédiaire de sa chargée de presse, a annoncé un projet de loi qui criminalise les deepfakes porno. Il y a déjà 4000 vedettes qui ont été transformées en acteurs pornographiques virtuellement par IA. C'est indétectable. Vous avez vraiment l'impression de voir Macron ou un tel dans un acte sexuel. C'est indétectable à l'œil humain. 4000. Rien qu'en Angleterre, il y en a eu 250. C'est-à-dire des vedettes qu'on a mis dans des films pornographiques entièrement fabriqués par intelligence artificielle et qui circulent sur les réseaux sociaux. Au moins temporairement avant d'être retirés. Vous voyez que là, il y a un vrai sujet. L'IA rend la vérité et le réel très fragiles. Biden a annoncé hier qu'un projet de loi allait être présenté au Congrès qui allait criminaliser ces deepfakes porno. C'est-à-dire le fait de fabriquer, de transformer un individu dans cette salle,
de le mettre dans une situation pornographique par l'IA sera puni de 10 à 20 ans de pénitencier d'État aux États-Unis, ce qui normalement devrait limiter les conneries. Mais ça a une conséquence, c'est que quand il y aura une loi équivalente en Europe, il faudra vérifier à ce que nos ados ne se mettent pas à faire des conneries pareilles sans nous le dire. Parce que vous voyez que la criminalisation de ce type de blague pourrait ne pas être bien intégrée par certains de nos enfants un peu facétieux. Bon, je finis en 2 heures. Non, 10 minutes. Le monde de l'IA est un monde avec des milliards et beaucoup de testostérone. Les investissements des géants de l'intelligence artificielle sont énormes. Le budget recherche d'Amazon est de 70 milliards de dollars par an, par exemple. C'est plus de 20 fois le CNRS. L'argent ruisselle à flot. Je vous disais tout à l'heure que les développeurs de GPT-5, la prochaine version de ChatGPT, sont maintenant régulièrement payés 10 millions de dollars par an. C'est pour ça qu'en matière d'impôts locaux, c'est quand même relativement intéressant d'avoir des spécialistes de l'intelligence artificielle dans la vallée. Ça permet de mettre à flot les finances locales assez bien. Mais il y a des milliards, mais il y a aussi beaucoup de testostérone. Mark Zuckerberg, le créateur de Facebook, et Elon Musk se sont fâchés sur l'avenir de l'IA il n'y a pas très longtemps. Et alors Mark Zuckerberg a commencé à proposer un combat de boxe pour arbitrer leurs désaccords sur l'intelligence artificielle. Puis après, il leur a proposé un concours de taille de bits, en anglais dans le texte. Et donc, sur Twitter, vous pouvez retrouver le tweet d'Elon Musk. Elon Musk a dit « Je te propose un concours de mesure de taille de bits public. » Vous imaginez si Mark Zuckerberg était enthousiasmé. Mark Zuckerberg a refusé le concours de mesure de bits. Et Elon Musk a tweeté que Zuckerberg était un cocu, laissant entendre que s'il était cocu, c'est probablement parce qu'il avait une petite bite. Donc vous voyez qu'on arbitre les débats sur l'avenir du monde et de l'intelligence artificielle avec plein de pognon et plein de testostérone et des gens complètement cons capables de faire des concours de bits pour savoir qui a raison sur l'avenir de l'intelligence artificielle. C'est un truc qui vous trouble, j'imagine. Et c'est un peu troublant compte tenu de la taille de l'enjeu. Et ça, c'est le tweet qu'a fait Elon Musk quand il a sorti sa nouvelle intelligence artificielle, Grok. Il a mis cette image, montrant comment il pensait que Grok allait écrabouiller le chien ChatGPT. Et alors c'est là qu'on voit qu'Elon Musk est Asperger, parce que si j'étais le chien du haut, je ne mettrais pas mes testicules aussi près des dents du chien ChatGPT, mais Elon Musk n'y a sans doute pas pensé, parce que son Asperger fait que de temps en temps, enfin l'Asperger plus la kétamine, puisqu'on sait maintenant qu'il consomme de la kétamine. Vous voyez qu'on est quand même, ce tweet est quand même fou, complètement dingue. Oui, le débat sur l'intelligence artificielle va devenir politique, bien sûr. Il est loin le temps où on imaginait que c'était la fin de l'histoire, comme on l'avait prédit. Il n'a échappé à personne qu'on a découvert que Poutine était beaucoup moins gentil avec les Ukrainiens qu'avec les chiots. Et l'IA commence à avoir des utilisations militaires. Il y a des gens qui voulaient interdire l'intelligence artificielle, mais c'est difficile. Vous avez vu l'utilisation massive de l'intelligence artificielle par les Israéliens à Gaza, avec de temps en temps quelques bavures. Et OpenAI se met à travailler avec les militaires américains de manière à ce qu'ils puissent avoir des armes autonomes qui n'aient plus besoin d'êtres humains, parce que les êtres humains prennent la décision beaucoup plus lentement qu'une IA. Une IA peut prendre une décision en 1/1000 de seconde. Aucun être humain ne peut décider d'envoyer un missile en 1/1000 de seconde. Il y a quand même un courant qui veut interdire l'utilisation de l'IA pour lancer les bombes atomiques et qui exige qu'un humain appuie sur le bouton de lancement des missiles nucléaires de manière à être certain qu'une guerre nucléaire mondiale ne puisse pas être organisée par une IA devenant un peu lunatique au sens anglo-saxon du terme. Alors comment on va organiser la fusion de
de l'intelligence humaine et biologique, hein, ça n'est pas si simple que ça. Il ne vous a pas échappé que depuis 1980, la puissance informatique à l'éducation nationale a été multipliée par 1 million de milliards, mais le niveau de nos enfants n'a pas été multiplié par 1 million de milliards. Certaines mauvaises langues prétendent même que le niveau des gamins a baissé. Donc ce n'est pas en rajoutant des ordinateurs à l'éducation nationale que les gamins deviennent meilleurs. Est-ce que les pessimistes en matière de marché du travail ont raison? Vous savez que le 3 novembre dernier, lors du colloque international de Bletchley Park, là où la machine Enigma, le code de la machine Enigma a été cassé par Turing, hein, c'est-à-dire la machine de codage des Allemands pendant la guerre, Elon Musk a débattu avec Sunak, a expliqué à Sunak, le Premier ministre britannique, que très bientôt, l'humain le plus intelligent sur Terre serait moins intelligent que l'IA, et Musk a dit 100% des gens n'auront plus de travail parce que l'IA va tout faire mieux que les humains. Alors ce n'est pas du tout ce que je pense personnellement, et ce serait un peu désespérant. En tout cas, ça a jeté un certain froid, et ça n'a pas du tout plu au Premier ministre britannique. Alors je vais vous dire pourquoi je n'y crois pas, parce que ça fait très longtemps qu'on explique que l'informatique va détruire des emplois. Or, il n'y a jamais eu autant d'emplois. Le grand Paulus, qui était un double prix Nobel américain, signe une lettre ouverte avec les meilleurs prix Nobel et savants américains, hein, c'est une lettre extraordinaire de mars 64, dans laquelle ils expliquent que la cybernétique, c'est-à-dire l'informatique, allait supprimer une très large partie des emplois aux États-Unis avant 1970. Comme vous savez, ça ne s'est pas produit. Ce que ce brillant prix Nobel avait oublié, c'est que oui, l'informatique détruit des emplois, mais elle crée plein de nouveaux produits, plein de nouveaux métiers, plein de nouvelles activités. Mais des inquiétudes se font jour. Le patron de Google a déclaré récemment « ça m'empêche de dormir à la nuit ». Harari, qui est toujours très optimiste, comme vous savez, a dit qu'il pensait que la civilisation allait mal partir, qu'il n'était pas persuadé, c'est ce qu'il a déclaré dans le Télégraphe, qu'il n'était pas persuadé que les humains survivraient à l'IA. Quant à Hinton, donc le père, hein, l'inventeur des intelligences artificielles modernes, il parcourt toute la presse mondiale en expliquant que si c'était à faire, il n'aurait pas inventé l'intelligence artificielle, qu'il aurait cultivé des poireaux et des rosiers, et il est dans une phase très pessimiste. Il ne cesse de répéter dans les médias anglo-saxons: nous sommes en train de devenir la deuxième espèce la plus intelligente derrière l'intelligence artificielle. D'ailleurs, une bonne partie des informaticiens, dont Sam Altman, l'inventeur de ChatGPT, Bill Gates, Hinton, Bengio, Hassabis, le patron de toutes les intelligences artificielles de Google, ont signé une déclaration l'année dernière: réduire le risque d'extermination de l'humanité par l'IA devrait être une priorité mondiale, au même titre que la prévention des risques sociétaux de grande échelle, comme les pandémies et la guerre nucléaire. Ces gens ont demandé un moratoire de quelques mois sur l'IA. Le moratoire a duré 0 jours. Personne n'a suivi le moratoire. C'est un miracle, j'ai fini. Il me reste la conclusion, quand même. On cauchemarde beaucoup. Il ne faut pas oublier les choses extraordinaires que l'intelligence artificielle va nous permettre de faire dans les décennies qui viennent. The Economist a raison de dire qu'il faut mettre en balance les effets diaboliques et les effets divins de l'intelligence artificielle. Il va falloir qu'on trouve des solutions pour éviter qu'un jour l'intelligence artificielle devienne hostile, mais je ne suis pas du tout persuadé que ce soit une certitude. Il y a plein de boîtes qui sont en train de se créer dans le monde de l'intelligence artificielle, et si vous avez des enfants jeunes, il faut non pas en faire des développeurs informatiques, mais il faut les inciter à avoir la meilleure connaissance de l'intelligence artificielle. Moi, j'ai toujours obligé mes enfants à faire au minimum 2 heures d'intelligence artificielle par jour. Quand GPT-3 et GPT-4 sont sortis, je les ai obligés à s'en servir, à parfaitement maîtriser tous les rouages de ces outils. Alors, l'intelligence artificielle, elle est principalement américaine, mais il y a des petits génies de l'informatique et de l'IA en France. Hein.
Arthur Mensch, qui est un type absolument extraordinaire, et pas uniquement parce que c'est mon neveu, a créé une start-up, Mistral. Il a levé, pas très longtemps après sa sortie de l'école polytechnique, 550 millions en quelques jours. Il a valorisé sa boîte de milliards. Là, elle vaut 5 milliards. Il y a de vrais talents en Europe et il y a de vrais écosystèmes d'intelligence artificielle qui se développent, même si nous n'avons pas d'entreprise de la taille de Google, d'Amazon, de Facebook et des autres. Quelques mots sur un problème philosophique intéressant qui est le centre de mon nouveau bouquin. Le débat qui a opposé ces dernières années Elon Musk et Larry Page, le fondateur de Google. Larry Page et Musk sont fâchés à mort, ils ne se parlent plus. Lors d'un dîner, Musk dit à Page, l'intelligence artificielle pourrait être dangereuse, il faut faire attention, elle pourrait nous menacer. Et Larry Page, le fondateur de Google, lui dit, mais ça n'est pas grave, nous avons fait notre temps, les cerveaux biologiques, nous devons laisser la place à l'intelligence artificielle qui de toute façon va nous dépasser. Elon Musk rentre dans une rage folle, qui est très bien décrite dans la biographie d'Elon Musk par Isaacson, qui est maintenant en traduction française pour les gens qui ne sont pas anglophones dans la salle. Et Musk rentre dans le lard de Larry Page et lui dit « Moi, je suis du côté de l'homme, je suis du côté des cerveaux humains. Merde, virgule, mec c'est s'adressant à Larry Page. » Il se fâche, il ne se voit plus après ces discussions enflammées sur l'avenir de l'homme face à l'IA, et Elon Musk crée Neuralink, destiné à augmenter l'homme pour le rendre compétitif face à l'intelligence artificielle et pour s'opposer à la vision de notre remplacement par l'IA que les dirigeants de Google promeuvent. Et il y a là une opposition philosophique et politique majeure. On imaginait que l'opposition au XXIe siècle, c'était l'opposition entre les bioconservateurs, les gens qui sont contre le mariage gay, qui sont contre la PMA, qui sont contre la GPA, contre l'utérus artificiel, contre le bébé à la carte. Et puis les transhumanistes, qui sont, eux, favorables à toutes ces technologies-là. En gros, l'opposition entre Brigitte Bardot et puis les bioprogressistes de la Silicon Valley. En réalité, le grand débat, c'est plus celui-là. Le grand débat, c'est l'opposition entre les transhumanistes, comme Musk, qui veulent augmenter l'homme pour le rendre compétitif face à l'IA, et les post-humanistes, comme les dirigeants de Google, qui pensent qu'il faut passer à l'étape d'après, qui est de laisser la place à l'IA, de passer le relais à l'IA. Pour les post-humanistes, l'IA n'est pas un outil ou un domestique. L'IA est notre successeur. Nous rentrons dans un grand brouillard. Savoir quels seront les domaines réservés à l'homme et à l'intelligence artificielle est aujourd'hui bien difficile. Ma conviction, et ce graphique n'est pas de moi, il vient de l'université de Stanford, c'est que, oui, une partie importante du rond blanc qui est l'activité humaine aujourd'hui va être faite par des machines. Mais le problème n'est pas là. Le problème, il est, comme je disais tout à l'heure, que nos enfants développent tous les métiers qui n'existent pas aujourd'hui, qui sont à l'extérieur de la zone blanche des métiers humains actuels, et qui sont des zones que nous allons inventer et que nous allons développer grâce à l'intelligence artificielle et que nous ne pouvons pas créer sans elle. Si vous avez des gamins, permettez-moi de terminer là-dessus, je vous conseillerais de les orienter vers ce qui va être le métier du futur. Chief Cognitive Officer. C'est-à-dire, dans les entreprises, les gens qui vont organiser la fusion entre la direction des ressources humaines et la direction informatique. Il est clair qu'à l'ère de l'intelligence artificielle, séparer la DRH, la gestion des cerveaux faits de neurones, et la direction informatique,
qui est la gestion des intelligences artificielles faites de silicium, est un anachronisme. Les DRH et les directions informatiques vont fusionner sous la responsabilité du Chief Cognitive Officer. Ce sera le métier le mieux payé dans l'Europe des années 2030. Nous rentrons dans l'âge d'or du management parce que nous allons faire plein de choses avec l'IA et les managers vont devoir gérer l'interface entre leurs collaborateurs humains et l'IA. Ça va rendre le management encore plus passionnant qu'il est aujourd'hui. Je n'ai aucune inquiétude pour l'avenir des managers et l'avenir du management. Je vous remercie. Merci beaucoup, c'est parfait. Ben, merci à tous. Et alors, ce que je vous propose maintenant, j'imagine que c'était suffisamment inspirant pour que vous ayez plein de questions à poser. Et donc, on a 2 micros dans la salle. Si vous avez des questions... Vous allez oser. Allez. Ah bah, Pour ceux qui prennent le micro, une consigne, votre prénom et votre métier, comme ça le docteur Alexandre sait à qui il s'adresse. Bonjour, Lorenzo, étudiant. En quoi? En maintenance dans un BUT. Donc, moi j'avais une question, comme vous disiez à propos que l'intelligence artificielle allait, donc une hypothèse dépasser l'être humain. Mais de ce que je comprends, c'est l'être humain qui apporte les connaissances à une intelligence artificielle. Elle ne développe pas elle-même les connaissances. Donc c'est là qu'il y a une question à ce sujet-là. En fait, c'est ce que j'arrive pas à comprendre, c'est que comment l'intelligence pourrait nous dépasser si c'est nous qui lui apportons les connaissances, si c'est l'être humain qui l'a développé. C'est nous qui fabriquons les avions. Les avions volent plus vite que nous. C'est pas parce que nous fabriquons quelque chose qu'il est forcément inférieur à nous. Nous fabriquons la bombe atomique, mais la bombe atomique est plus puissante que la force humaine. Donc il a été démontré techniquement, mathématiquement, qu'une intelligence artificielle uniquement nourrie à partir de données humaines peut être plus intelligente que les humains. Mais ce dont vous parlez à propos des data est en fait un sujet dépassé. Depuis quelques mois, on s'est rendu compte qu'on peut éduquer l'intelligence artificielle à partir de données fabriquées par les intelligences artificielles. Et d'ailleurs, ça donne de meilleurs résultats que d'entraîner les intelligences artificielles avec des données humaines. Donc aujourd'hui, beaucoup d'experts pensent que les intelligences artificielles du futur vont être entraînées, éduquées avec des données fabriquées par d'autres intelligences artificielles et un petit peu de données humaines, mais une minorité de données humaines. Donc vous voyez, votre inquiétude sur l'éducation des intelligences artificielles à partir des données humaines n'a pas tellement lieu d'être. C'est plutôt le contraire qui va se passer. On va de moins en moins être les éducateurs de l'IA, et c'est de plus en plus des IA qui vont éduquer d'autres IA en leur fabriquant des données artificielles qu'on appelle en anglais des data synthétiques. Bonjour. Et du coup, c'est quoi la place de l'intelligence humaine dans ce nouveau monde? Eh bien, c'est une bonne question, et c'est la question que le monde entier se pose. C'est la question que le monde entier se pose. Merci. Je pense qu'on n'aura pas de réponse immédiate. En revanche, on peut professionnellement être le plus en pointe sur ces domaines et réfléchir en permanence à la façon dont nous allons utiliser ces outils pour mieux travailler. Et puis, on peut beaucoup penser à la génération d'après. Et moi, en tant que père de famille nombreuse, je vous ai dit à quel point je pense que le rôle de chacun d'entre vous dans cette salle est de réfléchir en continu avec vos enfants sur l'utilisation de ces outils, l'apprentissage de ces outils et les meilleurs choix d'orientation professionnelle. Moi, ma conviction, et c'est le sens de l'éducation que j'ai donnée avec ma femme à mes enfants, c'est que l'éducation de nos gamins à l'ère de l'intelligence artificielle doit reposer sur 3 piliers. La culture générale et la culture générale.
Je pense que la meilleure phrase pour trouver un chemin avec nos gamins a été prononcée par Charles de Gaulle en 1934 dans l'armée de métier. La culture générale, c'est l'école du commandement. Derrière chacune des victoires d'Alexandre le Grand, il y a toujours Aristote. Et vous savez qu'Aristote était le précepteur particulier d'Alexandre le Grand. Philippe de Macédoine, le papa d'Alexandre le Grand, était allé en Grèce chercher Aristote et l'avait ramené en Macédoine pour faire l'éducation du futur Alexandre le Grand. La culture générale est essentielle. Il faut que les gamins soient multidisciplinaires, et une culture générale avec une culture scientifique, bien sûr aussi. Il ne faut pas en faire des spécialistes étroits. Il ne faut pas en faire des codeurs informatiques étroits. L'IA va faire mieux qu'eux. En revanche, s'ils ont une vision globale des enjeux, si on leur apprend à réfléchir à la géopolitique, au droit, à l'histoire, à l'ensemble des matières, si on les fait lire beaucoup, ils seront armés face à l'intelligence artificielle. Moi, mes gamins, ils ont eu lecture obligatoire de The Economist à partir de 7 ans. The Economist étant de loin le meilleur média au monde pour former les gamins à l'ère de l'intelligence artificielle. De loin. Et je peux vous dire que s'ils avaient passé une semaine sans lire de la première à la dernière page The Economist, ça aurait bardé à la maison. Parce que, à l'ère de l'IA, il ne faut pas être laxiste avec nos enfants. Il faut être dictatoriaux. On ne rend pas service à nos enfants en les laissant glander. Face à l'IA, pour exister face à l'IA, il faut beaucoup travailler et il faut être très multidisciplinaire. Donc, ma réponse est, on ne sait pas très bien quelle est la place de l'intelligence humaine, mais je vois bien qu'il n'y aura pas beaucoup de place pour les humains qui ne travaillent pas, qui glandent, qui ne font pas d'efforts et qui n'ont pas de culture générale. Et qui ne se servent pas de GPT-4. C'est pour ça que, comme je vous disais tout à l'heure, après le cocktail, vous rentrez chez vous et vous téléchargez GPT-4 sans vous tromper d'icône sur l'App Store. Bonjour, Olivier, directeur technique au service des pistes. Je voulais vous demander votre avis. Il vous a répondu en partie. L'année dernière, comme chaque année, je suis allé à la bibliothèque et j'ai assisté à une conférence justement qui parlait de l'IA dans le monde du travail. Et ils estimaient justement, par des choses que vous avez exprimées, qu'en 2040, aux alentours des 2040, l'humanité serait plus avec un revenu universel, sans travailler, parce que les IA feraient le reste là-dessus. Est-ce que c'est pas un équilibre justement? Parce que j'ai compris, l'IA ne va pas nous mentir dans ce cas-là. Alors, le problème du revenu universel, en réalité, l'idée que les gens ont, et notamment Sam Altman, Sam Altman a dit qu'il allait lancer, le créateur de ChatGPT, qu'il allait lancer une grande expérimentation de revenu universel. Mais leur idée, c'est pas du tout le revenu universel pour les humains pendant que les robots bossent. L'idée, c'est le revenu universel pour 95% de la population pendant que les élites gouvernent le monde, sans être complotistes. Et, personnellement, le schéma dans lequel on sort du collège pour rentrer au revenu universel jusqu'à l'entrée chez Orpea est pour moi un cauchemar politique, social, insupportable. Cette société où une très large partie de la population qui piche que dalle à l'IA, à l'évolution de la technologie et au nouveau monde, est mis au revenu universel en regardant de la télé-réalité, en bouffant des sandwichs de beurre de cacao, en faisant 180 kilos, jusqu'à l'hospice, c'est une horreur politique, c'est une dystopie politique pour moi. Donc, je préférerais qu'on permette à tout le monde de rentrer dans le nouveau monde, que l'école se modernise, que l'école réfléchisse à la façon de rendre nos gamins complémentaires de l'IA au lieu de les laisser ne rien faire, avec un niveau de laxisme, notamment dans l'école publique, qui me consterne. C'est pour ça que mes enfants n'y sont pas. Alors que de mon temps, l'école publique était meilleure que l'école privée, quand j'étais au lycée. Je pense qu'il vaut mieux réfléchir. Je pense qu'il vaut mieux réfléchir à la question éducative et à la formation des gens plutôt que de parquer les gens dans un monde à la métropolis avec une très large partie de la population au revenu universel, comme Elon Musk et Sam Altman l'ont en tête. Voilà, moi c'est ma vision. Je ne pense pas que ce soit une vie
de ne pas travailler, de ne pas avoir de rôle social. Et puis je pense que pour les gamins, c'est catastrophique. C'est-à-dire de voir, pour les enfants, de voir les parents être au revenu universel une vie entière, je trouve que c'est profondément démoralisant. Nous devons tous avoir un rôle social et bosser avec le maximum de nos capacités. Et le rôle de l'école et de la société doit être d'amener chacun à son maximum. C'est pour ça que la réforme de l'école et la réforme de la formation professionnelle des adultes est pour moi la priorité numéro 1, plutôt que de généraliser un revenu universel qui conduirait à une société politiquement juste, dégueulasse et insupportable de mon point de vue. Je crois beaucoup au travail, j'ai beaucoup travaillé dans la vie, et j'incite mes enfants à beaucoup travailler, et je pense que c'est mieux de travailler que d'être chez soi à ne rien faire une vie entière. Elon Musk prévoit, vous savez qu'Elon Musk a créé une gamme de robots, les robots Optimus, dotés d'intelligence artificielle, et Elon Musk veut commercialiser 1 milliard de robots humanoïdes, qui ressemblant à des hommes, et dotés d'intelligence artificielle d'ici 2040, c'est-à-dire dans 16 ans. 1 milliard de robots en 16 ans. Ce qui pourrait changer la maintenance des remontées mécaniques, changer les usines, changer des tas de processus. On va peut-être prendre juste une ou deux dernières questions. Vous avez parlé tout à l'heure, un des penseurs de l'IA aujourd'hui, notamment chez Facebook, dit que l'IA générative est 50 fois moins intelligente qu'un enfant de 4 ans. Du coup, comment on doit se positionner entre ce que Alors vous Lequin présentez? est un type formidable qui a fait des choses extraordinaires. Mais Lequin est vexé comme un pou parce que c'est pas lui qui a développé les IA de la génération ChatGPT. Donc de dire que ChatGPT est 50 fois moins intelligent qu'un enfant de 4 ans, c'est vraiment très bête. Parce que vous prenez un enfant, vous lui donnez un dossier cancérologique compliqué, je vous promets qu'il ne va pas choisir la chimio. GPT-4 va faire des propositions thérapeutiques très intelligentes, va analyser la génétique du cancer en quelques secondes. Je pense que le propos de Lequin, et Lequin est un type vraiment formidable par ailleurs, est dicté par une certaine jalousie. Il ne veut pas se remettre en question, il n'a pas cru au LLM, c'est-à-dire aux IA de la génération de ChatGPT, et là, c'est un type formidable qui par moments se comporte comme un vieux con. Mais je le respecte beaucoup par ailleurs. Cela dit, n'oubliez pas que Lequin a dit que l'IA n'allait pas nous exterminer, il en avait la conviction qu'elle allait créer une nouvelle renaissance, mais il a affirmé que l'IA allait nous dépasser intellectuellement, même s'il ne croit pas qu'elle sera supérieure à nous et méchante. Il pense qu'elle sera supérieure à nous et débonnaire et gentille. Bonsoir, Thibaut, responsable marketing à Val Thorens. Je me posais une question, si demain un diagnostic médical est fait par une IA et que le diagnostic n'est pas bon, quelle est la responsabilité et qui aura cette responsabilité légale, on va dire, quelle responsabilité est engagée derrière? Vous pensez qu'il y a zéro erreur médicale faite par des médecins biologiques? Il y en a beaucoup. Le problème n'est pas qu'il n'y ait pas d'erreur, il y en aura. Le problème, c'est qu'il faut qu'il y ait moins d'erreurs quand on fait confiance à l'IA que quand ce sont les humains qui décident. Et idéalement, l'idéal, c'est que IA plus humain soit supérieur à IA, sans humain et soit supérieur à humain tout seul. Ce que je crois possible si on réforme radicalement les études médicales et la façon dont nous travaillons, nous médecins. La responsabilité médicale, elle sera sur le fabricant de l'intelligence artificielle. Donc ce ne sera plus une responsabilité comme aujourd'hui l'assurance individuelle des médecins, ce sera une surassurance avec des milliards de dollars de primes faites par le propriétaire des IA. Et donc ce sera Musk, ce sera Google qui assurera les risques médicaux liés aux IA médicales qu'ils auront développées. Ça ne peut pas être de la responsabilité du médecin, comme quand une Tesla déconne le jour où elle est autonome, la responsabilité n'est pas du conducteur, elle est de Musk. Et elle le sera de plus en plus si on va vers des niveaux d'autonomie 4 et 5 en matière de voitures sans chauffeur dans le futur.
Ce qui est probable, même si la voiture autonome a pris, pour des tas de raisons techniques et réglementaires, un petit peu de retard. J'en profite avant d'oublier pour vous dire que toute la conférence a été filmée, est filmée d'ailleurs, et donc on vous enverra cette conférence, comme ça je n'oublie pas. Bonsoir, je m'appelle Pascal Bénard-Colombier, je tiens une conciergerie au Ménuire, mais dans une précédente vie professionnelle, j'ai travaillé chez IBM, notamment dans les data centers d'EDF, où il y a des... Chez IBM? Oui, IBM. Et à l'époque, on n'appelait pas ça l'IA, mais des supercalculateurs, qui faisaient des simulations de réacteurs nucléaires. Ma question est, l'IA va avoir un besoin exponentiel en énergie électrique. Est-ce que l'IA ne va pas se mettre à développer des centrales nucléaires pour son propre avantage, sachant que la sûreté nucléaire est un problème humain, mais pas un problème d'IA? Oui. Alors, il faut savoir que l'IA consomme beaucoup d'énergie, mais moins qu'un cerveau humain. Une étude du MIT, le Massachusetts Institute of Technology, d'il y a quelques mois, a montré que pour une même tâche intellectuelle, GPT-4, Midjourney et DALL-E émettent entre 190 fois et entre 130 fois et 2900 fois moins de CO2 que les humains pour réaliser la même tâche intellectuelle. Donc l'IA consomme beaucoup d'énergie, émet beaucoup de CO2, mais par tâche intellectuelle, pas beaucoup. Parce qu'en réalité, l'IA mène des centaines de millions de discussions en parallèle. Donc en réalité, par unité de production intellectuelle, elle est très très économe en énergie et elle émet très peu de CO2. Mais elle va quand même émettre, au fur et à mesure qu'elle va se développer, plus de CO2 et elle va consommer plus d'électricité. C'est la raison pour laquelle Sam Altman a une société pour développer l'énergie de fusion, pas l'énergie de fission, mais l'énergie de fusion, de manière à ce qu'on soit dans un état d'abondance énergétique très important, parce que Altman pense que la superintelligence artificielle va nécessiter des quantités incroyables d'électricité et qu'il faudra passer par la case de l'énergie de fusion. Alors, ITER a beaucoup de retard, mais n'oubliez pas qu'ITER avait pour ambition de fournir un réacteur expérimental vers 2045 et d'arriver à l'industrialisation plutôt vers 2070. Personne n'a promis ITER demain matin. Alors oui, la fusion c'est très compliqué, c'est beaucoup plus compliqué que la fission, vous le savez bien, mais les experts en IA, comme Sam Altman, et les experts en fusion pensent que l'IA pourrait beaucoup aider à accélérer la fusion. Notamment parce que l'IA peut repérer et anticiper les moments où le plasma va mal à l'intérieur du réacteur de fusion, qui est un processus très 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 compliqué à monitorer et qui est au cœur de l'efficience des réacteurs à fusion. Donc l'idée, c'est qu'on n'aura pas d'énergie de fusion demain matin, on va rester avec des réacteurs nucléaires de fission, comme ceux qui existent en grand nombre en France et qui expliquent que la France est un très très bon élève en matière écologique et en matière CO2, puisque les centrales nucléaires n'émettent pas de CO2, contrairement aux centrales à charbon qui parsèment l'Allemagne et les pays voisins. Donc on n'aura pas d'énergie de fusion tout de suite, mais l'IA peut peut-être accélérer l'émergence de l'énergie de fusion, ce qui est la conviction de Sam Altman. Sam Altman, il investit dans l'énergie de fusion et puis dans les techniques pour euthanasier la mort, parce qu'il est, comme les dirigeants de Google, obsédé par la mort. Il voudrait ne pas mourir, il voudrait profiter de ces milliards pendant quelques millions d'années, et c'est la raison pour laquelle, comme les dirigeants de Google, il investit beaucoup dans la mort de la mort, dans l'euthanasie de la mort. Petite dernière question, et puis on passe la parole à monsieur le maire. Donc on doit ensuite de toute façon libérer la salle qui est une salle de cinéma. Donc il y a une séance de cinéma après. De toute façon, vous êtes conviés à un cocktail dans la salle d'en face. Quand vous sortez, vous ne descendez pas les escaliers. Un apéritif vous sera offert. Est-ce qu'il y a une dernière question avant qu'on passe la parole au maire de la commune? En haut ou en bas, d'ailleurs, Valérie, je ne sais pas si tu as du monde en haut, je ne vois pas. Bon, eh ben, ce sera... Des questions ou non? Pas de questions. Alors, ce sera une question du maire. Allez. Et une clôture. Et c'est vous qui clôturez alors. Oui, on a forcément plein de questions suite à cette magnifique conférence. Une question
c'est très certain que l'intelligence artificielle va supplanter l'intelligence humaine, c'est déjà presque fait, si je le comprends bien. C'est en cours. C'est en cours. Est-ce que ça veut dire qu'à terme, l'intelligence artificielle va prendre la gouvernance du monde, quelque part? Est-ce qu'elle va le prendre à terme seule? Parce qu'on peut penser que ça va être l'être humain qui va gouverner le monde avec, puis après... Et surtout, si j'étais le cas, derrière... vous avez parlé enfin, il y a la notion de bien et de mal, de conscience. Qu'est-ce qui peut se passer? Est-ce qu'aujourd'hui on a déjà une petite idée de ce qui pourrait se passer? Alors, parce que, voilà. Le débat sur le fait de savoir si l'intelligence artificielle peut avoir une conscience artificielle avec des buts propres est ouvert. Beaucoup d'experts pensent que l'IA va finir par avoir une intelligence artificielle, mais il y a un grand débat sur quand. On peut avoir une super intelligence artificielle sans objectif propre. C'est ce qu'on appelle une IA faible. Puis on peut avoir une super intelligence artificielle avec un agenda propre, des buts propres, une agentivity au sens anglais du terme propre. Le débat est ouvert, il n'y a pas aujourd'hui de consensus sur la date d'émergence de conscience artificielle, qui pose d'ailleurs des tas de problèmes, parce que si une conscience artificielle existait, débrancher l'IA serait finalement une euthanasie numérique, un assassinat numérique. A-t-on le droit de tuer une IA si elle est dotée de conscience? A-t-on le droit de laisser une IA souffrir? Faut-il donner pour les chrétiens le baptême aux IA? Il y a un courant aux États-Unis qui veut baptiser les IA quand elles sont dotées de conscience artificielle. Alors, ça fait sourire, y compris moi qui suis athée au dernier degré, mais aux États-Unis, le débat du baptême des IA dotées de conscience artificielle fait rage dans la Silicon Valley et dans une bonne partie des États chrétiens, du très chrétien baptiste notamment, du sud des États-Unis, où il y a une présence évangéliste forte. Donc sur la conscience artificielle, le dossier n'est pas tranché. Qu'est-ce qu'on va faire de l'homme? Alors, je ne sais pas à quel moment vous êtes arrivé de ma conférence, mais pendant 1h15, je n'ai parlé que de ça, et de la difficulté de positionner l'homme au sens large, et puis les hommes individuellement, et d'abord les générations qui arrivent, qui sont celles de nos gamins et de nos petits-enfants. Si nous voulons que ça se passe bien, il y a plusieurs conditions. Tout le monde doit s'y mettre. Les gens qui n'ont pas GPT-4 aujourd'hui sont à titre personnel suicidaires et à titre collectif irresponsables. Vous imaginez bien que si nous, on ne comprend pas l'IA, si personne ne s'intéresse au sujet de l'IA, s'il n'y a pas de débat politique sur l'IA, s'il n'y a pas de débat social sur l'IA, si on ne réfléchit pas à ce qu'on va faire dans les entreprises avec l'IA, si l'école ne réfléchit pas à ce qu'on va faire de nos gamins avec l'IA, ça va se passer très mal. Donc, que va devenir l'interface entre les hommes et les IA? Ça dépend de vous. Si vous ne préparez pas vos gamins, vos entreprises, les territoires, vos organisations, quelles qu'elles soient, ça va se passer très 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 mal. On va avoir des crises sociales, on va avoir des gilets jaunes par millions, on va avoir des gens laissés sur la route qui n'auront pas de valeur sur le marché du travail, qui vont être très malheureux et qui à la fin pourraient d'ailleurs mettre la tête des élites sur des pics selon le modèle 1793, 1794 et début 1795 de la terreur révolutionnaire française. Donc, à la réponse, que va-t-il se passer? Ça dépend de vous. Les gens qui n'ont pas GPT-4 dans cette salle ne sont pas responsables. Tout le monde doit comprendre ces technologies-là pour participer au débat politique sur ce qu'on va faire de ces technologies-là et pour préparer le présent, les gens du présent et les gens du futur, nos descendants, à ces technologies-là. Donc oui, on a une responsabilité importante. Moi, je suis désolé que le sujet intéresse si peu au niveau politique. Alors, il y a des exceptions. Il y a un homme politique qui connaît remarquablement l'IA. C'en est même dingue. Il n'y en a qu'un. C'est Laurent Wauquiez. Laurent Wauquiez a une connaissance de l'IA qui est stupéfiante. Stupéfiante. Quand je le vois, je suis à chaque fois bluffé. Je suis bluffé. Mais c'est l'arbre qui cache le désert. Le sujet n'intéresse pas le Premier ministre, n'intéresse pas tant que ça le Président, ça n'intéresse pas du tout la ministre de l'Éducation. Les ministères de l'Éducation a des années de retard en informatique et
Et en IA, ça n'intéresse pas le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, qui a pourtant par ailleurs des tas de qualités. Donc oui, il faut se mobiliser, et c'est à nous de construire ce monde de fusion du neurone et du transistor, de l'intelligence humaine et de l'intelligence artificielle, mais ça suppose que nous ne soyons pas des veaux sur le plan numérique. Il est clair que si vous ne vous y mettez pas, vous n'orienterez pas le futur de votre territoire, de votre famille, de votre entreprise et de l'humanité en général. Il est irresponsable de ne pas rentrer dans ce TGV. Pour soi et pour l'ensemble de la collectivité. Quand on est grand-parent, il faut connaître l'outil GPT-4 pour en parler avec les gamins. Pour les former, pour jouer avec eux et avec l'outil, pour qu'ils comprennent ses logiques et qu'ils ne soient pas les esclaves de la machine, mais qu'ils en restent les maîtres. Donc, ma conviction, c'est que le futur est ouvert, mais le futur sera positif dans nos relations avec l'IA si 100% des gens ici et ailleurs rentrent dans le débat, utilisent l'outil et organisent la façon dont nous allons collaborer, dont nous allons nous interfacer avec l'intelligence artificielle. Tous sur GPT-4. Et je n'ai aucune action chez OpenAI. Merci beaucoup. On va juste accueillir Monsieur le maire pour qu'il puisse conclure cette conférence. Et puis ensuite, du coup, on va tous se retrouver pour le cocktail. Vous pourrez continuer à poser vos questions. Mais là, il va falloir qu'on déguerpisse de la salle assez rapidement. Merci à tous. Alors, les premiers mots iront à l'encontre de M. Farine. Demain matin, toute la mairie, vous m'avez compris. Voilà, bon, non, franchement, je pense qu'on va tous sortir de cette soirée, au-delà d'avoir chargé ChatGPT. En tout cas, un peu remué quand même. Je suppose que... Parce que, effectivement, notre responsabilité, elle est sûrement grande, mais ça va tellement vite qu'on a déjà pris beaucoup de retard, quoi. Donc, en tout cas, le sujet, il est passionnant, il peut que nous remuer un petit peu, hein. Et surtout nous qui avons une toute petite responsabilité de décideurs. Voilà, je pense qu'on a un gros travail aussi à faire pour que tout le monde s'y intéresse beaucoup plus, qu'on peut que regretter qu'il n'y ait pas assez de monde ce soir, parce que tout le monde, j'ai bien compris que tout le monde allait être concerné, et rapidement. Donc, en tout cas, merci à vous tous qui êtes présents, et merci de ce moment de partage, de ce moment pas destructif, mais moi ça m'a un peu brassé quand même, hein. Et merci de ce bel exposé, voilà. Et puis j'espère qu'on va pouvoir continuer à vous poser des questions devant le petit verre d'amitié que nous allons prendre. En tout cas, on essaiera de dormir ce soir quand même correctement. Et merci à tous.